Alors, bonjour à tous. Merci aussi à Charles pour l'organisation de ce webinaire. Alors, je suis toujours très heureux de venir présenter la Chine à la Bretagne. D'abord parce que chez nous, on a un amour pour la Bretagne, puisque ma directrice associée, Chloé Berndt, est originaire de Bretagne. Et parce qu'en fait, on a pas mal de clients là-bas. Et c'est vrai que c'est un département très actif, enfin une région d'ailleurs, hein, très active à l'international et qui gagne et qui réussit. Et ça, c'est vraiment, très satisfaisant. Alors aujourd'hui, l'idée un peu, c'est de parler de cette Chine et des erreurs que l'on voit beaucoup, et d'essayer d'expliquer, ces erreurs. Certains vont se reconnaître à travers ça, mais je vais essayer d'aller un peu dans le détail pour que ce soit intéressant, pour tout le monde. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais rapidement présenter la société. Donc, VVR International, on existe depuis 1999. Ça fait 23 ans qu'on aide les sociétés françaises dans leur développement industriel et commercial en Chine. Donc, on est vraiment spécialiste de la Chine, que de la Chine. On a 80 collaborateurs, on a des bureaux à Paris et à Lyon, puis en Chine, on a des bureaux à Shediajuang, qui est un peu le Saint-Étienne de la Chine. Moi, je viens de Saint-Étienne. Nul n'est parfait. On a donc 40 personnes à peu près là-bas. On a 3 personnes à Pékin, une vingtaine de personnes à Shanghai, on a 2 personnes à Ningbo, 2 personnes à Taïwan, 6 personnes à Canton. Et en fait, dès le départ, la Chine, c'était l'usine du monde. Donc notre métier, ça a été d'aider les gens à acheter, à sous-traiter, à faire fabriquer en Chine, à monter des joint ventures, des usines, et cetera. Et puis en 2008, ça a été la crise, hein, et là, nos clients nous ont dit: «Il faut nous aider à vendre en Chine». Donc on va voir qu'on a développé tout un tas d'expériences, notamment sur capter de l'information, mettre en place des équipes, projets spécialisées par métier, négocier avec des Chinois. Donc ça, on l'avait bien appris là. On l'a utilisé pour développer les sociétés françaises en B2B, puis après en B2C, offline, online. On a un département dédié, hein, sur le online. Et depuis 2015, la Chine, c'est toujours l'usine du monde, c'est toujours le marché du monde, mais c'est devenu la banque du monde. Donc il y a des problématiques de recrutement, de portage, de fusion-acquisition. Et depuis 2018, la Chine, c'est toujours l'usine du monde, toujours le marché du monde, toujours la banque du monde, et c'est en train de devenir le centre d'innovation du monde, hein. Et donc là, on se retrouve avec pas mal de problématiques justement autour du médical, par exemple, etc. Donc aujourd'hui, 80 collaborateurs, 6 départements. Et en fait, chaque département est géré par un directeur ou une directrice associée, français, plutôt ingénieur, parlant couramment chinois, et des équipes de 10 à 15 personnes par département, hein. On a accompagné à peu près 900 sociétés. Alors, on est partenaire BCI depuis longtemps. On est aussi partenaire de pas mal de fédérations. On est partenaire de beaucoup de banques, que ce soit BNP Paribas, BPCE, Pramex. On est partenaire de fonds d'investissement, etc. Je passe là-dessus, mais c'est pour vous expliquer, hein, que on a des expériences intéressantes sur un grand nombre de secteurs, mais encore une fois, gérés par des directeurs associés spécialisés. Alors, maintenant qu'on a compris le point de départ, bon là, c'est ce que je vous ai expliqué, hein, tout à l'heure sur les positionnements des équipes. Alors, je vais parler de 6 grandes erreurs. On m'en avait demandé 5, mais j'ai trouvé qu'il y en avait 6 qui étaient pertinentes. Alors, avec Annie, on a discuté, on est tombé d'accord pour les présenter. Et donc, je vais commencer par la première qui est une erreur fondamentale en Chine, c'est ne pas étudier la concurrence en profondeur. Alors ça, c'est à noter, c'est peut-être un point un peu français quand même. D'abord, ça, c'est le premier point. Moi, je m'aperçois que les Américains, par exemple, ont cette habitude. En France, on aime peut-être un peu moins, ou peut-être qu'on a des relations parfois plus difficiles avec ses concurrents en France, donc on ne veut pas regarder les concurrents, on veut soi-même avancer. Sauf que quand on va en Chine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le monde entier en Chine. Quand je dis le monde entier, ça veut dire que vous avez, bien évidemment des Français, mais des Allemands, des Anglais, des Américains, des Japonais, des Taïwanais, des Coréens, des gens qu'on n'a même pas l'habitude de voir, en plus des Chinois, hein. Et sur un marché, on le voit bien, qui représente les États-Unis et l'Europe réunis, hein, aujourd'hui, soyons clairs, hein. Donc c'est un marché gigantesque avec énormément de concurrence. Et en fait, à un moment donné, comprendre la taille, et la structure du marché, faire des études de marché, payer des gens pour faire des études de marché, c'est souvent assez peu efficace. Pourquoi? Parce que c'est tellement segmenté, c'est tellement spécifique, il y a tellement des habitudes différentes et des choses qui se passent différentes, qu'en ayant une étude générale, on n'arrive pas à bien comprendre ce qui se passe. Et d'ailleurs, pour comprendre ce qui se passe, il faudrait passer une énergie et énormément d'argent. Donc le mieux, c'est souvent de regarder ses concurrents, ceux qui vendent des produits équivalents, et comment est-ce qu'ils vendent, quel chiffre d'affaires ils font, que ce soit des étrangers, donc là c'est très bien parce que finalement
Notre marché n'est rien d'autre que la somme des marchés des concurrents, hein, soyons clairs. Ouvrir soi-même le marché chinois, c'est extrêmement complexe, hein, donc il vaut mieux suivre ses concurrents. Alors parfois, j'ai des clients qui me disent: «Monsieur Verchery, attention, moi, mon équipement, j'ai pas de concurrent». OK, mais regardons déjà la concurrence, de substitution ou, celle, le marché, la concurrence qui aujourd'hui prend le marché qui va vous intéresser. Donc ça c'est important. L'autre point, c'est qu'il faut comprendre la concurrence chinoise. Parce que d'un côté, on voit ces concurrents, étrangers, dont on peut être proche, plus ou moins, que ce soit par la marque, parce qu'on a une marque très connue, un niveau qualitatif très connu, ou que ce soit par la technologie, hein. Et de l'autre côté, il faut regarder les Chinois, parce que les Chinois aussi progressent. Et la question, c'est combien de temps ils vont mettre en faisant du Made in China for China pour vous rattraper. Sachant que si à un moment donné, des Chinois ont des niveaux technologiques très proches des Européens ou une marque, un niveau de qualité de produits très proche des Européens, ça va être compliqué de vendre de l'Europe parce qu'en fait, la Chine s'est arrangée pour avoir des coûts d'entrée très forts. Ils mettent des tas de barrières à l'entrée. Donc, on sera obligé à terme de fabriquer en Chine. Donc, il faut vraiment qu'on ait une différenciation. Alors, quand on est dans l'agro, bien sûr, on vend du français, hein, mais là, vous vous retrouvez face aux Australiens, face aux Américains, etc. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder. Bien connaître la concurrence, c'est le meilleur moyen de bien connaître son marché. Et il faut savoir qu'en Chine, on peut capter énormément d'informations sur les concurrents. Nous, on est capable de vous dire tout ce que vos concurrents importent, les produits qu'ils importent, les spécifications, les prix d'importation. On peut vous dire à qui est-ce qu'ils distribuent, de quelle façon, avec quel business model. On arrive vraiment à capter beaucoup plus d'informations qu'en France. Et finalement, c'est ça qui montre la performance du marché. De la même façon, en B2C, on est capable, comme en France d'ailleurs, hein, d'avoir accès à tout ce qui est vendu par vos concurrents en retail, etc., etc. Donc c'est finalement ce focus-là qui est le meilleur pour étudier le marché. Si on vient sur le deuxième point, justement, ces barrières à l'entrée dépendent surtout des concurrents, hein. Le pricing dépend surtout des concurrents. Je vous donne un exemple. On travaille en ce moment dans l'eau minérale. Ils avaient payé une étude très chère montrant le développement de l'eau minérale importée. Seulement, ce qu'ils n'ont pas vu dans leur étude générale, c'est qu'en fait, il y a toute une concurrence d'eau minérale importée quelque part un peu de façon grise qui baisse les prix de façon extraordinaire, hein. Et donc ça, il faut arriver avec les concurrents, voir comment ils font. C'est là où on voit qu'ils ont une façon de faire, dans certains cas, qui est très étonnante et qui va casser des prix. Un autre exemple, des gens qui importent des huiles essentielles, bah, si vous les importez en huiles essentielles naturelles, mais si vous déclarez du chimique, bah, vous payez 20% de taxes en moins. Et si vous les importez en naturel, c'est beaucoup plus cher. Bah, tout le monde les importe en chimique. On va avoir tel autre concurrent qui, en fait, dit avoir cette technologie, mais en utilise une autre qui est peu connue en Europe, enfin, etc., etc. Donc, il faut bien comprendre ces barrières à l'entrée parce que finalement, c'est elles qui vont venir impacter votre positionnement, votre prix et les services qu'il va falloir mettre en avant, hein. Aujourd'hui, de plus en plus, on est sur vente de leasing, vente de solutions plus que d'équipements, etc., etc. Donc ça, il faut bien le comprendre. L'autre exemple aussi, c'est qu'on peut avoir accès à tous les biddings en Chine. Quand je dis la bidding, c'est celui qui a gagné un bidding dans un hôpital au niveau du gouvernement ou dans ce qu'on appelle une SOA, une State-Owned Enterprise, donc une société d'État. On a exactement le détail du contrat qu'a signé votre concurrent avec l'entreprise d'État. C'est-à-dire les équipements qu'il a vendus, les spécifications, les prix, les conditions de paiement, les services. Ça, c'est très intéressant. On peut compiler ça. Parfois, on a mis l'accès à 1000 dossiers sur un type de marché, hein. Donc ça, c'est intéressant. L'autre point qui est très important, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Chine, en Europe, quand on parle, quand on dit des choses, la culture européenne m'oblige à dire des choses vraies, qui sont logiques et qui sont vérifiables. Ça, c'est notre culture. Bah, on verra tout à l'heure, j'en reparlerai, mais en Chine, on est sur une autre culture. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça en France? Parce que c'est finalement la confiance, hein, qui se consolide autour de cette idée d'échanger des choses vraies, logiques et vérifiables, et pour construire un partenariat. En Chine, on est sur une culture de l'histoire, du jeu. Donc en fait, on raconte toujours un peu une histoire pour amener la personne là où on veut aller. Donc ça, pourquoi c'est un point important? Parce que justement, il va falloir capter de l'information très précise pour comprendre ce qui se passe. Mais à l'inverse, ça veut dire que lorsqu'on va aller rencontrer un partenaire distributeur,
bah, il faut aussi raconter une histoire. Parce que lui, quand il va vous voir, il va aussi dire que vous racontez une histoire. Si vous arrivez vers lui en disant je peux faire ce que vous voulez, hein, je suis capable de faire le produit que vous voulez, moi je suis un EIM, dites-moi ce que vous voulez, je vous le fais. Lui, il entend je ne sais rien faire, donnez-moi des indications pour m'apprendre à avancer. C'est ça qu'il entend. Donc là aussi, il faut créer une histoire. Et pour créer une histoire, il faut la préparer. La préparer, c'est comprendre le marché et dire au distributeur, bah justement, nous, notre gamme, c'est celle-là. Comme si c'était la gamme que vous distribuez le plus, alors qu'en fait, ça va être une gamme ou un équipement ou une typologie de produit adaptée à ce marché, hein. Donc ça, c'est très important de préparer son histoire pour motiver les bons distributeurs, hein. Encore une fois, tout le monde veut travailler avec les bons distributeurs. Donc il faut bien comprendre la concurrence pour être capable de se positionner et d'expliquer pourquoi à son distributeur, vous êtes meilleur que la concurrence. Ils sont très friands, par exemple en Chine, les distributeurs ou les clients, d'avoir des tableaux comparatifs. Et ça, c'est peut-être un autre point. Comme on est dans un monde de l'histoire, les gens se fient assez peu à la technique, les explications techniques, la brochure technique, hein. Alors pourquoi ils y croient assez peu? Parce que comme tout le monde raconte toujours un peu des histoires, ça ne dérangera pas vos concurrents chinois d'expliquer qu'ils ont un équipement qui fait telle puissance, alors que ce n'est pas vrai, ils ne l'atteignent pas. Mais ils trouveront une histoire pour expliquer que dans certaines conditions, ils l'atteignent. Donc en fait, ils ne vont pas trop croire ce qui est marqué au niveau brochure. En revanche, ils vont dire il y a un tel qui font le marché, qui sont les plus connus. En quoi est-ce que vous êtes meilleur qu'eux? Et donc, il faut préparer son histoire, c'est connaître les concurrents pour expliquer où est-ce que vous êtes réellement meilleur qu'eux. Et enfin, étudier ses concurrents, c'est aussi identifier des alliés, hein. Et ça, c'est un autre point important. En France, on est toujours concurrence, on va pas se voir, on va pas travailler ensemble. En Chine, au contraire. Plus il est concurrent, plus vous devez le rencontrer, discuter avec lui et essayer de trouver des partenariats possibles. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça ou est-ce que j'attaque la deuxième erreur souvent commise? Alors désolé Annie, je n'entends votre micro est coupé. Voilà. En fait, j'ai peut-être une petite question effectivement sur cette question-là de concurrence, parce qu'en fait, bon, j'ai eu la chance de travailler en Chine pendant 4 ans, et effectivement, cette notion de référent international est vraiment un élément hyper important pour eux. Ils vont aller chercher les meilleurs, enfin, ils sont très sélectifs, hein. Donc, je confirme que vraiment, ça, c'est un élément très important de pouvoir mettre en valeur et au-delà, effectivement, des aspects techniques, parce que c'est une relation de personnes qui recherchent de références incontestables, de statut, en fait, aussi, hein. Et ça, c'est vraiment un élément, ils veulent le meilleur pour être aussi le meilleur. Et est incontestable. Donc il y a un aspect de statut, hein, je pense. Enfin, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment important. Exactement ça. C'est exactement ça, Annie. Alors j'anticipe un peu sur d'autres slides, mais ah bah pardon alors. non, non, mais c'est très bien. Et je rebondis sur ce que vous dites. En fait, pourquoi est-ce qu'il faut être le meilleur en Chine? Parce que si vous n'êtes pas le meilleur, c'est que vraiment votre histoire n'est pas intéressante. La belle histoire, c'est d'être le meilleur, sinon à quoi ça sert? Et donc, vous verrez systématiquement, et là, j'insiste toujours là-dessus, lorsqu'on a un produit, que ce soit un produit de consommation, un équipement, un service, qui est vraiment adapté à la Chine au moment où c'est adapté, il y a plein de Chinois qui viennent vous voir et ils racontent toujours un peu cette même histoire, hein, ouais, justement sur le meilleur. Et ils viennent toujours vous voir en disant la chose suivante. La première chose en général qu'ils disent, c'est qu'ils viennent vous voir en disant j'ai étudié vos équipements, produits, services, et vous êtes vraiment super. Vous êtes le meilleur d'ailleurs, hein. Et d'ailleurs, ils vont vous parler de votre concurrence, vous dire il y a machin, un tel, mais ils sont moins bien. Parce que, alors déjà, ça prend votre attention parce que vous dites ah, quelqu'un qui comprend la qualité de mes produits agro, quelqu'un qui comprend la performance de mes équipements, la spécificité. La deuxième étape de son discours et de son histoire, c'est en fait, moi je connais très bien le marché chinois parce que moi aussi je suis le plus gros. Ils sont toujours le meilleur. Alors, ils ont toujours beaucoup d'argent, ils sont toujours énormes, ils ont toujours une histoire sur leur taille, leur expertise. C'est les numéros 1 les plus anciens.
La troisième étape de l'histoire, ça va être le marché chinois est énorme. Il est gigantesque, vous le savez. Et même si vous le challengez un peu, oui, d'accord, mais enfin, 1,4 milliard, il est énorme. La quatrième étape de l'histoire, c'est il y a eu un changement. Là, récemment, il s'est passé quelque chose, changement réglementaire, le Covid, changement, un scandale, un changement qui fait que c'est maintenant que votre équipement là ou votre produit il est adapté. C'est maintenant. C'est pour ça qu'il vient parce que lui c'est le spécialiste et qui sait que c'est maintenant. La cinquième étape, c'est il va falloir investir beaucoup. Hein, toujours beaucoup d'argent à mettre sur place, beaucoup, très très cher. Hein. Ah, très cher, la Chine, ce qui est vrai. Hein, je ne dis pas qu'il a tort, je dis juste que c'est la cinquième étape. La sixième étape, c'est ça tombe bien, moi j'ai beaucoup d'argent. Ils ont toujours beaucoup d'argent. C'est rien. Combien 500 000. Non mais écoutez, je vous achète ça et si ça marche, combien elle vaut votre société? Je vous la rachète. Et ils sont toujours sur ces histoires hein, de j'investirai demain chez vous. Donc ça c'est normal, ça c'est la sixième étape, mais tout ça c'est l'histoire. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est toujours deux choses. Un échantillon, un contrat d'exclusivité. Et c'est ça leur histoire. Et c'est ça qu'ils veulent. Et donc tout le travail, c'est déjà de se demander, est-ce que c'est vraiment eux qui sont faits pour vous? Est-ce que c'est vraiment des gens performants pour vous? C'est essentiel. Et la deuxième chose, c'est il ne faut pas se passer, il faut réaliser et y aller par étapes. Hein. Donc ça, c'est pour dire que effectivement être le meilleur, c'est important pour vous. Alors, l'erreur numéro 2, c'est ne pas étudier les 4 barrières classiques. Alors ça, c'est un point hyper important, il faut bien comprendre les barrières et leur application. Parce que bon, la théorie, c'est bien, hein, sur le réglementaire, mais l'important, c'est l'application du réglementaire. Il y a des réglementaires qui sont extrêmement faciles à gérer. On imagine que c'est compliqué, en fait, c'est très simple. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font online et il n'y a pas de souci. Et par contre, il y a d'autres aspects réglementaires qui, même si en théorie vous allez pouvoir y arriver, en pratique, c'est très complexe. Mais alors, ça vous le savez, je dirais, je ne vais pas y revenir là-dessus, ça je dirais que les gens l'ont compris. En revanche, il y a quelque chose qui n'est pas bien vu, c'est ce que j'appelle l'extension du domaine de la lutte. En fait, c'est quoi? C'est qu'avant, la Chine avait mis un certain nombre de barrières sur les joint ventures, les sociétés étrangères qui étaient finalement considérées comme des sociétés différentes, et cetera. Là, avec l'OMC, la pression, la Chine a accepté d'essayer d'aller dans quelque chose de correct. Malheureusement, ils ont transféré le problème sur le online. Et en fait, vous avez aujourd'hui avec les Timo, les WeChat, etc., tout un tas de barrières insoupçonnées, non visibles, qui vont leur permettre, l'objectif est toujours le même, que le partenaire chinois vous crante, vous bloque, vous contrôle. Je vous donne un exemple. Vous voulez ouvrir un compte sur TikTok, hein, Douyin, bah, si vous n'avez pas une société chinoise, vous ne pouvez pas. Et de plus en plus, on rentre dans des systèmes comme ça où, bah, si vous voulez utiliser le système online chinois, bah, il faut avoir une société en Chine, investir, avoir un partenaire, voire même avec la partie gestion de la donnée, ils arrivent sur carrément, il faut être 100% chinois. Hein. Il y a certains cas où si on n'est pas 100% chinois, on n'arrive pas à obtenir telle ou telle accréditation ou telle capacité d'agir, de gérer de la donnée médicale, etc. etc. Donc ça, il faut bien comprendre qu'ils ont étendu, c'est donc ce qu'on appelle l'extension du domaine de la lutte. Le deuxième point qu'on ne voit pas, mais qui est hyper important, c'est que la Chine génère aujourd'hui plus de brevets que l'ensemble du monde réuni. Donc la Chine dépose chaque année plus de brevets à 95% en Chine, 99% en Chine, plus que l'ensemble du monde réuni. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont compris le jeu, on va dire, américain, parce qu'à la base, c'est pas mal les Américains qui jouent là-dessus, des brevets, pour dire, bah, nous, on va faire pareil en Chine, on va générer énormément de brevets, et finalement, on va venir prendre la capacité de développement des étrangers en Chine. Je vous donne un exemple. On a un client qui vient nous voir, qui fait des batteries très technologiques, et qui nous dit, bah voilà, nous on a un développement, un brevet du CNRS, et on doit produire en Chine pour des raisons X ou Y, mais vous inquiétez pas, on a des brevets en Chine, on n'a aucun risque, on est super protégé. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est important de déposer ces brevets en Chine. Ça, après 20 ans, je vois l'importance, pour plein de raisons dont je pourrais parler. Mais en revanche, ce qu'on lui a dit, on va quand même regarder autour de votre technologie très particulière. Il m'a dit non,
très, très particulière cette technologie, très peu connue, très peu utilisée. Sauf que quand on a regardé, il y avait 1283 brevets autour de cette technologie, et sur sa technologie très particulière qui était en plein dedans, 133. Lui, il en avait 4. Donc c'est pour vous donner une idée. Hein. Un autre exemple, un distributeur qui distribue des équipements de laboratoire depuis 10 ans avec son partenaire. On a étudié, on s'est aperçu qu'il avait déposé un brevet d'analyse des données qui sortaient de son logiciel. Donc entre la donnée qui sort du logiciel et l'application pour le client, ce passage-là avait été breveté. Donc ça aussi, c'est un moyen de cranter, etc., etc. Donc ils sont très forts pour déposer des brevets, pour cranter. Donc il faut savoir identifier ça et en faire une arme offensive et pas seulement défensive. Et d'ailleurs, en tant que société française, vous pouvez le faire aussi. Alors, la marque, c'est pas seulement un atout, ça c'est le troisième point, c'est bien voir que sa marque, c'est pas seulement une marque. C'est ce que j'appelle un récipient d'investissement. Alors pourquoi c'est central la marque? Et là, je vais plutôt parler des produits en B2C, en retail, en distribution, plus que des produits en B2B, puisque c'est moins valable en B2B. Donc, lorsqu'on est dans la distribution de biens de consommation, par exemple, la marque, pourquoi c'est un récipient? Parce qu'en fait, il faut comprendre que le distributeur n'a pas envie d'investir dans votre marque. Il a envie de faire l'argent avec vos produits. Il a éventuellement envie de faire l'argent avec votre marque, mais il n'a pas envie d'investir dans votre marque parce qu'il ne la détient pas. Et donc, à un moment donné, si vous voulez qu'il investisse réellement dans votre marque, il va demander de monter une joint venture, etc., etc. Et donc, c'est bien ça, la marque devient un récipient. Celui qui investit dans la marque, finalement, doit détenir la marque. Et ça, c'est un point essentiel parce que soit vous acceptez, soit vous investissez, soit même votre partenaire va avoir tendance à créer une sous-marque qui va venir vampiriser votre marque, notamment une marque chinoise. Parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est comme en France. Si vous avez un logo chinois, ça ne veut rien dire pour nous, Européens. Vous avez le logo Huawei en chinois, ça ne veut rien dire. Par contre, celui qui a déposé la marque HUAWEI, lui, il va gagner. Lui, il va pouvoir collecter cette marque. Imaginez que votre partenaire chinois dépose, vous êtes Huawei, il dépose la marque HUAWEI, tout l'argent que vous allez mettre en com, ça finira dans HUAWEI. C'est pareil. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à la marque comme un récipient de l'investissement. Et donc, alors on pourra en parler de la stratégie du jeu de go chinois pour la négo et pour la gestion, mais c'est essentiel. Le quatrième point sur les barrières qu'il ne faut pas hésiter à étudier, c'est la logistique et son évolution. Ça, je pense qu'avec le Covid, les guerres, je pense que l'explosion du fret, tout le monde en a conscience. Mais je rappelle quand même de bien réfléchir à cette problématique-là, notamment les problématiques de stockage en Chine, puisqu'en fait, on peut stocker, on peut faire plein de choses en Chine. Et d'ailleurs, il y a plein de solutions externes, on n'est pas obligé de tout intégrer, qui fonctionnent bien. Et là, je dirais que plus que jamais, toujours aller avec des gens qui sont vraiment spécialistes de cette fonction logistique. Nous, on va aider nos clients à trouver le spécialiste de la fonction logistique, de stockage, d'huile essentielle dans la province de Shanghai. On ne va pas prendre un logisticien connu en France qui dit qu'il sait faire. Ça, c'est un point important. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, je n'en vois pas dans le film, mais j'ai quand même envie d'en poser une. C'est par rapport justement à tout ce qui est la protection intellectuelle. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement chinois traite de façon assez impartiale les différentes demandes, qu'elles viennent d'une entreprise étrangère, ou est-ce qu'il y a toujours encore des biais qui peuvent... Alors, je vais être clair, aujourd'hui, et plus qu'hier, l'État chinois, le système chinois va protéger l'IP, que ce soit des étrangers ou des Chinois. D'accord? Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à déposer. Je dirais que ça va même amener de la valeur, le fait de déposer, puisque ceux qui déposent, ceux qui détiennent, finalement, sont reconnus comme étant les gens avec qui il faut travailler. Donc ça c'est un point important. Après, la Chine, c'est pas l'Europe, c'est-à-dire que il y a quand même un relationnel entre les tribunaux, les gros de la région. C'est pour ça que d'ailleurs dans les contrats, il faut toujours avoir des contrats de droit chinois et pas des droits de droit français, et citer Pékin ou Shanghai pour essayer d'avoir une
plus grande impartialité par rapport à des influences qu'il pourrait y avoir dans telle ou telle société. De vous à moi, je n'ai pas dans mes exemples en 20 ans de cas où des gens ont déposé un brevet, dans mes clients, hein, se le sont fait piller et on dit après coup, zut, j'aurais jamais dû le faire, ni même de gens qui sont allés attaquer et qui ont perdu parce que les Chinois avaient trafiqué. Mais c'est normal parce que moi, je m'occupe de PME. Je m'occupe pas, je suis pas Schneider, enfin, je m'occupe pas de. Ni Ouais. Coca-Cola, ni Danone. Voilà, donc les grands peuvent être plus sensibles, hein. Il y a des exemples très clairs de Chine qui a eu des abus, mais parce qu'ils ont une puissance politique très forte. Au niveau de la PME, l'IP, c'est géré pareil, déposez-le, protégez-le. Certains vont dire oui, mais si je le dépose, alors je disclose tout. Pas forcément en fait, hein. Il y a N'oublions pas que votre distributeur, votre partenaire aura tendance à vous dire on va le déposer, disclose tout, parce que lui a intérêt de savoir. Mais comme par exemple, quand on dépose tout ce qui va être logiciel, il n'y a pas besoin de tout déposer, hein. Tout ça, ça se contrôle. Il faut travailler avec des spécialistes de l'IP. C'est pas notre métier, mais en revanche, on connaît des très bons, mais ça vaut le coup de le faire, hein. D'accord. Alors, erreur 3, lancer un partenariat sur la base de l'information donnée. Alors, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, hein. Et alors, la culture chinoise du business et des partenariats est différente de la culture européenne. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est là où j'ai un peu avancé sur cette slide-là, sur cette histoire de je raconte une histoire. Alors, c'est toujours très déstabilisant pour les Français parce qu'ils disent bah, attendez, soit il me ment, soit il est hypocrite, et ça, le mensonge et l'hypocrisie, dans nos valeurs à nous, c'est des choses inacceptables. Les Chinois ne sont pas du tout là-dedans, hein. Ça, c'est des valeurs qui font pas de sens. Eux, pour eux, le mensonge, c'est un moyen de respecter l'autre. C'est un moyen de se protéger. C'est un moyen de ne pas être naïf, hein. Et l'hypocrisie, chacun voit midi à sa porte. La notion d'hypocrisie est pas, c'est l'inverse. Celui qui est trop franc, il est déstabilisant, il est enfantin, il est agressif, hein. Donc, il faut comprendre qu'on est sur des cultures différentes. Donc, personne n'a tort ou raison. C'est juste des façons de gérer différentes. Sauf que leur façon à eux fonctionne assez bien, surtout chez eux. C'est pour ça qu'on est obligé de s'adapter. Et là, il y a un point qui est très important, c'est qu'il faut surtout enlever l'orgueil. En France, on est très dans l'orgueil. Et le meilleur exemple, c'est accepter d'aller au clash. Quand vous négociez avec des Chinois, il faut accepter d'aller au clash. Aller au clash en France, si on discute d'un contrat et puis que je me lève et que je dis puisque c'est comme ça, je m'arrête, c'est fini. On va au clash, c'est terminé. Et ça, c'est ancré profondément dans notre culture. En Chine, c'est pas du tout vrai. Aller au clash, c'est dire voilà l'arrêt. On se sépare et on a toujours des liens qui font que hop, on va se retrouver. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est toujours le jeu, c'est pour ça que le temps est important, c'est que c'est le premier qui va voir l'autre qui a perdu. Donc on n'est pas d'accord sur un point, on va au clash, le premier qui va voir l'autre, il va être obligé de faire plus de concessions. C'est ça le jeu. Et donc le deuxième point qui est très important, c'est que c'est un jeu. C'est un jeu, on joue, on s'amuse. En fait, on est des copains qui s'amusent à jouer aux jeux de Go ou aux échecs. Et ça, c'est très déstabilisant pour les Chinois parce que, admettons que vous jouez avec un Chinois, vous avez monté un partenariat, vous êtes aperçu qu'il vous a un petit peu, en France, on va dire, enflé parce qu'il ne vous a pas dit qu'il avait vendu, il a lui-même copié un truc, vous allez dire c'est inadmissible. Vous allez aller au clash. Et le gars, 2 semaines après, il va revenir vers vous en disant by the way, bon, je sais qu'on est sur un petit contentieux là, mais là, j'ai un nouveau projet, on fait quelque chose ensemble. Vous allez dire, il est fou. On vient de se disputer, on est les pires ennemis là-dessus, et il vient me voir pour m'ouvrir un nouveau projet. Ben oui, mais c'est comme ça, en fait. Parce que pour eux, c'est un jeu. On a lancé une partie d'échecs, je t'ai bien eu, et ben, on lance une nouvelle partie de jeu de Go, et c'est pas grave. Et donc, il faut enlever le côté orgueilleux et accepter d'aller au clash. Je vous donne un exemple. J'ai aujourd'hui un client, clairement, le distributeur est en train de lui dire, enfin, il fabrique des équipements très techniques, très chers. Le gars arrive, dit je t'achète 2 équipements parce qu'il sait que la société est un peu en difficulté financière. Et là, il lui dit bah ok, je vais acheter tes équipements, mais signons un contrat de distribution exclusif. Et là, le client dit bah non, d'abord je suis pas sûr qu'il ait vraiment envie de me distribuer, puis j'ai pas envie. Bah là, il y a 2 solutions. Soit de dire on suit le contrat
tu m'as payé 40%, tu prends les équipements, ou sinon, tant pis pour toi. Soit de dire, OK, on va négocier le contrat de distribution parce que. Et là, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ils vont utiliser toute une méthode de négo. En fait, ils vont déstabiliser le client en France en disant, tu n'as pas fait ça, tes équipements sont pas bons, je suis pas certain, en le mettant en doute pour lui faire comprendre, grosso modo, si tu signes pas. Donc, vous voyez, donc, il y a tout un jeu, mais si on garde l'orgueil, c'est insupportable, surtout pour des gens très, très carrés. Et donc, il faut arriver à sortir de ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut parfois utiliser les gens externes qui permettent d'être un peu buffer, on va dire. Effet miroir, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, changer l'information que l'on donne, c'est très clair. Informations détaillées sont plus nombreuses en Chine qu'en France. Ça, c'est un autre aspect. Si il est vrai qu'ils racontent des histoires, le travail des sociétés françaises, c'est d'aller capter de l'information pour comprendre ce qui est vrai, ce qui est moyennement vrai et ce qui n'est pas du tout vrai. Et derrière, de se positionner, parce qu'on comprend le concurrent, enfin on comprend l'adversaire d'ailleurs, c'est pas le concurrent parce que c'est un partenaire, mais on comprend l'adversaire de jeu et on va se dire tiens, on va se positionner comme ça, on va lui donner de l'espoir là pour justement pouvoir se positionner. Et en fait, on est capable d'obtenir énormément d'informations, on va même jusqu'à interroger le directeur commercial du partenaire, et il parle beaucoup, on va même regarder comment ils travaillent, obtenir leur contrat, etc. etc. Donc ça, il faut bien comprendre son partenaire pour être capable de bien le gérer. Et d'ailleurs, en Chine, il y a tellement d'informations. Alors, l'information, en général, on me dit, moi, j'ai pas l'information. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que je demande à mes clients. Je crois que c'est dans une autre slide, mais vous avez un distributeur, Monsieur Verchery, j'ai trouvé un très très bon distributeur. C'est un ancien de chez Aven. On parle d'une société qui fait 60 millions d'euros dans les compléments alimentaires. Hein. C'est un ancien de chez Aven. Ils sont très très bien. Il a une très bonne équipe. Ils ont 20 personnes, etc., etc. Je dis ouais, d'accord. Ouais. C'est quoi le chiffre d'affaires? Et là, rien que cette question-là, 80-90% du temps, les gens n'ont pas le chiffre d'affaires. Alors, ils ont compris qu'il y avait des chiffres, hein, des millions, mais ils disent, ouais, mais concrètement, dans votre domaine, c'est quoi leur chiffre d'affaires? Ils ne savent pas. Et après, la deuxième question que je pose souvent, c'est, d'accord, mais quelle marque aujourd'hui, comme vous, il distribue pour un chiffre d'affaires au-delà de votre objectif, hein, si vous avez un objectif de 2 millions, quelle marque aujourd'hui il distribue, qui soit dans votre environnement, pour lequel ils font plus de 2 millions? Je ne sais pas. Et la troisième question, bon, vous avez vu les équipes, vous avez vu un peu toutes leurs équipes. Ah ben non, je ne les ai pas vues. Et là, je dis, mais attendez, vous imaginez travailler avec un Allemand, vous ne connaissez pas la boîte, vous ne connaissez pas son chiffre d'affaires, vous ne connaissez pas les boîtes pour lesquelles il travaille, vous n'avez jamais vu l'équipe? Non. Alors pourquoi vous acceptez les Chinois? Et la réponse de fond, en fait, c'est qu'en fait, ils croient à l'histoire que la personne leur a dit. Elle est tellement belle et tellement bien structurée, et c'est tellement compliqué, c'est tellement lointain, et on sent qu'on ne comprend pas, qu'on accepte. Or, il y a énormément d'informations et on est capable de les avoir. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, il faut les avoir. Le dernier point, c'est qu'il y a tellement d'informations qu'elles sont contradictoires. Et là, on arrive à une autre difficulté de la Chine, c'est j'ai interrogé telle personne, c'est un expert de mon domaine, du lait en poudre, de la mécano-soudure, et puis de mon domaine, hein, c'est-à-dire de la colonne chromatographique pour les équipements pharmaceutiques. Et il me dit, le marché chinois, c'est ça. Et puis j'ai un autre partenaire, très grand spécialiste aussi. Moi, je lui ai parlé, il m'a dit, non, non, le marché chinois, c'est essentiellement les biddings. L'autre, le marché chinois, c'est essentiellement les laboratoires. Et le dernier, il va expliquer, non, non, le marché chinois, tout ça, c'est fini, c'est l'online, c'est l'online. Bon. Et les clients, ils sont là, ils ne comprennent plus. Le gars dit qu'il y a 200 000 machines par an qui sont vendues, et mon concurrent premier, qui est là-bas depuis 10 ans, vend 2000 machines par an. Donc, je ne comprends plus. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a personne qui a tort. C'est que chacun voit une partie du prisme. Hein, le marché chinois est tellement complexe que chacun voit une partie. Et l'exemple que je donne tout souvent, hein, c'est l'histoire des moines bouddhistes qui sont aveugles et qui tombent pour la première fois sur un éléphant. Le premier touche le pied de l'éléphant et dit « Ah, ça, un éléphant, c'est comme un arbre ». Le deuxième touche la trompe, dit « Ben non, un éléphant, c'est un peu comme un serpent ». Et le troisième touche l'oreille, dit « Ben non, un éléphant, c'est comme un palmier ». En fait, c'est ça. C'est-à-dire que le marché est tellement spécifique, complexe, en pleine évolution qu'il faut avoir accès à différents modes d'approche
pour pouvoir le comprendre et avoir une vue qui soit assez juste. Et c'est là où il faut avoir des gens bien câblés en Chine, capables d'analyser beaucoup d'infos et de mettre tout ça en perspective, ce qui peut être un peu déroutant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je n'ai pas de questions dans le fil de 1. Mais bon, ce que vous dites est ça me fait beaucoup rire parce que ça me rappelle beaucoup d'histoires. Et effectivement, par rapport à la relation qu'on a avec ses partenaires, nous, on peut attendre en tant qu'Occidentaux de la loyauté, ce qui n'est pas du tout l'angle d'attaque de nos interlocuteurs. Ce sont des pragmatiques businessmen, point. Exactement. Et ça, c'est très déroutant parce qu'on se dit, bah alors il n'est pas loyal. Alors en fait, Ah, ouais. moi, ça fait 20 ans que j'ai un associé chinois, toujours le même associé. Je dirais presque que les Chinois sont plus loyaux que les Français, quelque part. Ça, c'est toujours un peu déroutant quand je dis ça. Bah ouais, les Chinois sont plus loyaux, mais dans un cadre. C'est-à-dire dans le cadre où vous êtes pertinent, performant, euh, ils vont vous suivre. Je vous donne un exemple très simple. J'aide une société française qui avait une usine en Chine. Ils avaient perdu plus d'1 million d'euros parce que l'usine perdait de l'argent, perdait de l'argent, perdait de l'argent. Pendant 10 ans, l'usine a perdu de l'argent. Donc la dette s'accumule. On planque un peu le truc, mais à la fin, la dette s'accumule. On aide à trouver un partenaire chinois qui, en fait, va racheter l'usine. Il faut imaginer que l'usine, c'est 200 000 à 300 000 euros de pertes par an, hein. Donc même s'il rachète l'usine, il prend ces pertes-là. À un moment donné, ils se sont bien entendus, ils ont commencé à discuter. Lui, il s'est retrouvé d'un seul coup avec en fait 300 000 euros de pertes supplémentaires. Il n'a pas discuté. Il a tout payé. Il a été là. Derrière, ils ont travaillé ensemble. Ils ont très très bien réussi parce qu'en fait, lui, en 6 mois, est arrivé à signer ce partenaire tous les contrats que cette usine n'avait jamais réussi à signer. C'est un problème relationnel. Il l'a fait. Derrière, ils sont partis aux États-Unis, il a payé. Et après, quand il a fallu reprendre des parts, et finalement, il s'est retrouvé dans une situation où, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais où quelque part, il se faisait un peu flouer, il a tout accepté. Il a été beaucoup plus droit, honnête que quelqu'un qui aurait juste suivi la logique. Pourquoi? Parce qu'il croyait dans la personne, il comprenait le partenariat, ça faisait du sens pour lui, et là, ils ouvrent. Et ça, c'est un point très important. Tant qu'ils comprennent, qu'ils avancent, qu'ils trouvent que c'est utile, ils vont être très honnêtes, très loyaux. Par contre, à partir du moment où ils pensent que c'est peu efficace, peu intéressant, là, ils bougent. Et ça, chez nous, c'est un peu différent parce qu'on dit, bah non, il y a un contrat, donc même si vous n'êtes pas d'accord, on se sépare au contrat. Bah non. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est l'embauche. En France, le contrat de travail, c'est quelque chose qui fait que la séparation est toujours très compliquée. Mais finalement, si on suit les lois, c'est pas très cher. En Chine, la séparation est très simple. Par contre, c'est relativement cher. C'est-à-dire qu'on peut licencier facilement quelqu'un, mais c'est 1 mois de salaire tous les ans, hein, alors qu'en France, c'est plutôt un quart. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, c'est des modèles qui sont juste différents et qu'il faut bien les comprendre. Alors, ne pas s'entourer des bonnes compétences au bon moment. Bon, ça peut paraître évident, surtout venant de moi, que je raconte cette histoire-là, mais c'est important parce que je l'ai vu tellement de fois. Alors, la phrase que j'aime bien, il vaut mieux une personne qui sait que 100 personnes qui cherchent. Celle-là, elle est vraie. D'où le fait qu'en fait, par exemple, l'interview d'expert est un moyen, alors c'est pas facile à faire, hein, mais c'est vraiment très performant, mais ça ne peut pas être ça. Alors, si personne ne sait, il faut chercher avec les bonnes compétences. Alors ça, c'est l'autre point, c'est que malheureusement, le marché est tellement complexe que bah, parfois, personne n'a vraiment l'info, hein. Et donc là, il faut mettre en place des gens qui sont capables de capter l'information. euh, Autrement dit, et ça c'est un autre point, on ne peut pas demander à un jeune Français de tout savoir faire en Chine, hein. Il faut constituer une équipe de gens compétents. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, il faut avancer étape par étape et externaliser, sous-traiter pour rester flexible.
Donc ça, c'est un point important. En Chine, il y a 2 modes. Je vais le faire court dans ce que je vois. Soit, vous dites: «Vous avez beaucoup de moyens, vous êtes internationaux, vous pesez des centaines, voire des milliards d'euros de chiffre d'affaires. La Chine est stratégique, à un moment donné, vous décidez, vous mettez 3, 4, 5 millions d'euros sur la table, vous embauchez les gens qui vont bien, vous cash burnez 3 ans, mais après, vous faites beaucoup d'argent». Pas facile, hein, il y a plein de gens qui ont essayé, même des grands groupes, il y en a qui sont revenus, puis il y en a qui ont réussi. Quand on est une PME, voire même une ETI, on est obligé d'y aller par étapes. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'important, c'est pas de dire: «Ah, monsieur Verchery, est-ce que je dois monter une société, à Hong Kong, en Chine ou une JV?» C'est pas ça qui compte. C'est quelle est l'étape que je vais mettre en place pour valider une première brique, hein. Par exemple, valider que le marché a bien besoin de mes produits. Valider la zone dans laquelle j'ai intérêt de m'implanter. On me dit toujours: «Monsieur Verchery, je veux monter une société. À votre avis, est-ce qu'il vaut mieux que je sois dans la zone un tel ou un tel?» Ben, personne ne sait. Faites d'abord du business et ensuite vous pourrez trouver la zone. Et pourquoi est-ce que les gens me posent cette question? Parce qu'ils ont décidé de monter une société et donc ils ont besoin de répondre à ça, sinon ils ne peuvent pas monter leur boîte, hein, concrètement. Mais alors pourquoi ils ont décidé de monter leur boîte? Parce qu'ils ont décidé d'aller en Chine. Et pourquoi ils ont décidé d'aller en... mais quel budget? Monter une société en Chine, tant qu'elle n'aura pas atteint 1 à 2 millions d'euros, vous allez perdre de l'argent. Mais pas un peu d'argent, beaucoup d'argent. Donc les idées, c'est plutôt d'aller valider par étapes un distributeur, une personne en portage, ensuite monter sa société. C'est y aller par étapes et comprendre, hein, qu'il faut y aller par étapes et donc avoir les bonnes compétences, hein, et rester flexible et performant financièrement. Petite information, de plus en plus, les nouvelles lois amènent les gens à libérer le capital des sociétés qui mettent en Chine. Ça, c'est les nouvelles tendances du moment. Donc, il est urgent de ne pas monter de société, comme on dit, et de valider que ça fonctionne. Alors, la compétence sur un sujet qui demande la bonne formation et la bonne expérience. Alors voilà, ça, c'est quoi être compétent? Ça, c'est un point important. Ce que je vois, ce qui m'a le plus étonné en 20 ans de métier, c'est que, et c'est valable en France, c'est peut-être valable aussi en Allemagne, mais c'est valable en France, les patrons d'entreprise font plus confiance à un employé qu'à une personne externe. Et donc, ils vont avoir tendance à accepter d'embaucher quelqu'un et de lui faire confiance, alors que la personne, sur le papier comme dans la réalité, n'a ni la bonne expérience ni la bonne compétence. Je vous donne un exemple, on travaille pour une société dans le médical, 30 millions en bourse, hyper technique, et le patron me dit, Monsieur Ver, des gens très sérieux, ils sont aux États-Unis, dans le monde entier. Le patron me dit: «Monsieur Verchery, j'ai trouvé la bonne personne pour la Chine». Je dis: «Ah super, très bien». Il me dit: «Bah voilà, c'est quelqu'un qui a vécu 2 ans en Chine et qui a dirigé une usine d'équipements de jeux, en fait, de Jeux olympiques, hein». Je dis: «Ah bon, c'est quand même très différent ça avec vos équipements médicaux très techniques pour le cancer, et cetera». «Oui, oui, mais sa femme est chinoise». Bon, d'accord, ça c'est l'argument. Et d'ailleurs, oui, mais avant, il était dans les équipements luminaires pour les événements. Donc on se retrouve avec un profil qui n'a strictement rien à voir avec la fonction, qui est une fonction où il faut aller voir des médecins, comprendre la technologie, limite être médecin finalement. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'à un moment donné, il a la confiance. Cette personne lui a été proposée par son réseau, il a la confiance. Un autre exemple, j'ai un client qui vend des équipements qu'on va utiliser à la maison. Il me dit, bah, ça y est, je lui explique qu'il faut trouver une commerciale ou un commercial, on fait une étude, c'est très, très clair, les fonctions marketing commerciales. Et là, il me dit: «Bah ouais, ça tombe très bien, j'ai quelqu'un chez moi, une chinoise, de nationalité, qui est très, très bien, qui parle très bien français et qui va être parfaite pour le travail». Je dis: «OK, super, très bien, si c'est quelqu'un de chez vous, c'est une vraie valeur ajoutée. Il y a la confiance, il y a la connaissance des produits». Il dit: «Oui, elle est aux achats et» elle est aux achats, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait 10 ans pour acheter des composants et on va la mettre pour faire du commercial et du marketing en Chine. Pourquoi? Parce qu'on a la confiance, parce qu'on la connaît, parce que ça, c'est le début de la fin. Quand on commence comme ça plante. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas seulement perdre le momentum, mais c'est se brûler sur 2 ans, sur 3 ans. En fait, c'est perdre un marché de faire comme ça. Donc, quand on veut, soit on embauche et on fait un recrutement en ayant bien conscience des compétences de la personne et de comment on va la gérer, soit on externalise chez des gens dont c'est le métier, qui ont les bonnes compétences et qui ont appris. Mais surtout pas
s'appuyer sur juste la confiance et c'est tout. L'autre point qu'il faut bien voir, et moi j'aime beaucoup le VIE en tant que tel, hein, c'est un très bon produit, et c'est-à-dire le modèle VIE est une très bonne idée, et puis les VIE peuvent être très utiles, hein. Mais par contre, un VIE c'est très bien pour être brand ambassadeur. On imagine c'est un jeune, une ou un jeune Français de 25-27 ans qui va en Chine, bon, ben, ça va être bien pour présenter la marque, pour faire goûter du vin, éventuellement pour faire un suivi financier, si c'est un gars dans la finance, éventuellement être l'interface entre le client avec le distributeur et le bureau d'études, parce que les ingénieurs français aiment bien être avec un ingénieur français qui va comprendre ce qui se passe. Mais par contre, ce qu'il ne sera jamais, c'est un commercial. On ne peut pas avoir un jeune Français de 27 ans commercial en Chine. Ça ne fait pas du tout de sens. Mais c'est comme si on disait, on va prendre un jeune Chinois de 27 ans pour aller vendre des équipements techniques ou des macarons chinois chez Carrefour ou chez Alstom. Vous voyez, ça ne fait pas de sens. Bah, dans l'autre sens, ça ne fait pas de sens non plus. Donc là, il faut bien prendre la bonne compétence. Hein. Et le dernier point, on est dans un pays qui est ultra réactif. Alors ça, pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils fonctionnent par séquence. Hein. Nous, on fonctionne en flux. C'est-à-dire que lorsqu'on doit arbitrer une décision, j'ai besoin de travailler, d'aller ensemble sur le salon, j'ai besoin d'envoyer un équipement, j'ai besoin d'envoyer des échantillons, j'ai besoin de faire un développement. Bah, à chaque fois, on prend l'information, c'est pour quand, c'est quoi, on discute avec les équipes, on planifie, etc. Bah, les Chinois, ils ne comprennent pas ça. Ils ne fonctionnent pas comme ça. Au moment où ils font la demande, c'est qu'ils en ont besoin dans 48 heures. Ils vous envoient par WeChat et c'est tout de suite. C'est quand est-ce que vous m'envoyez les clients? Combien on met pour le salon machin? Quand est-ce qu'arrive mon équipement? Et si vous lui dites, bah, on y réfléchit, je reviens vers vous dans 2 semaines, mais ils ne comprennent pas. Hein. Le changement, c'est maintenant. Et c'est vraiment ça, il faut aller très vite. Le truc, c'est que chez eux, ce n'est pas une parole, c'est la réalité. Et nous, on n'est pas du tout, on est déstabilisé par ça. Hein. D'ailleurs, on travaille en ce moment pour une société chinoise qui vient de racheter une société française, et tout le monde est déstabilisé parce que ce n'est pas les mêmes. Alors, la déstabilisation de fond, c'est que nous, on est planning, mais on s'engage. Eux, ils sont tout de suite, mais on fait une histoire. Et donc, c'est pas grave, on dit qu'on fait, après on n'y arrive pas, c'est secondaire, on verra après. Alors que nous, non, on a dit qu'on livrait, attention. Hein. Donc on n'est pas dans les mêmes paradigmes. Donc il faut bien comprendre ça, ce qui veut dire qu'il faut mettre en place des équipes qui sont capables de jouer et d'interfacer ce type de buffer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je n'en vois pas dans le fil d'actualité, mais bon, vraiment, ça me fait beaucoup rire ce que vous dites parce que combien de fois mes équipes m'ont dit mais Wenty, pas de problème, jusqu'à ce qu'on se prenne le mur. Et là, ils sont d'une réactivité extraordinaire. C'est ça. Donc, en fait, voilà, c'est... Il faut savoir actionner et donc prendre les choses, mais aussi être avec eux d'une certaine façon. Par contre, quand on sait bien l'actionner, c'est extraordinaire. Hein, moi, j'ai des clients qui font 80% de leur chiffre d'affaires en Chine. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui réussissent en Chine ont fait en 2021 plus de marge en Chine que dans le reste du monde. Hein. S'arrêter au milieu du chemin. Ça aussi, alors, c'est français, je dirais que c'est européen. Les Américains sont moins comme ça. Alors, les Hollandais aussi, ils ne sont pas comme ça. Tiens, c'est marrant. Les Hollandais, c'est vraiment des businessmen. Ils sont très durs, mais ils ne s'arrêtent pas. Alors, ça veut dire quoi s'arrêter? Ça veut dire on a dit tout un tas de choses, on avance, puis à un moment donné, oh, il est temps de réfléchir. Ah, monsieur Verchery, là. En fait, on aime bien coller des trucs qui bloquent, en fait. Ça, c'est culturel. Et ça, les Chinois, ils ne comprennent pas. Oui, mais parce qu'on attend un tel qui doit dire un tel, ou on attend telle décision, on attend telle chose. Donc, vous comprenez qu'on arrête, on bloque. Ben non, on ne bloque pas. Ça doit partir, ça doit être fait. C'est pas parce qu'il n'y a pas ça qu'on ne doit pas avancer. C'est comme ça qu'ils ont sorti les... J'exagère un peu, mais c'est pas faux. Hein. C'est comme ça qu'ils ont sorti les EPR, alors que nous, on est encore en train de discuter l'EPR en Europe. Hein. C'est qu'à un moment donné, ils avancent. Alors certes, on crie au loup, attention, il y a tel et tel problème, mais la réalité, c'est qu'ils avancent et que nous, on trouve plein de raisons pour attendre. Le seul problème qu'on a, c'est que on peut faire ça en France, avec la Chine, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que si vous commencez à bloquer,
Au début, ils vont vous pousser, ils vont utiliser 1000 techniques. D'abord, vous supplier, vous menacer, etc. Mais si vous ne faites pas, vous ne faites pas à un moment donné. Là, ils vont trouver des solutions alternatives. Et si on étudie la plupart des cas où il y a eu des bisbilles et des pillages technologiques des Chinois par rapport aux Européens et aux Français, en tout cas dans ce que j'ai vu, pas tous, mais souvent, il y a une histoire de la Chine, ils ont besoin d'avancer, la France bloque, 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 et le gars dit, je vais me débrouiller tout seul. Alors ça commence où ça, hein? Très clairement, ça commence, par exemple, quand on est en B2C, sur la communication online. Je reviens sur mes macarons en Chine, j'ai ce qu'on appelle un Tipeee, donc une third party, quelqu'un qui fait de l'animation sur les réseaux sociaux pour vendre, enfin sur Tmall, etc., qui anime des flagship stores pour vendre mes produits. Ils demandent du contenu, vous ne donnez pas de contenu, ils vont eux-mêmes créer du contenu, hein. Moi, j'ai des clients, ils se sont aperçus qu'ils avaient eu une key opinion leader sur Instagram 2 ans avant. Les Chinois avaient repris la photo de la nana et l'avaient collée en Chine en disant elle dit que. Donc le client il était comme ça parce qu'il disait mais attendez, si ça se sait, j'aurais beaucoup de problèmes parce que c'est contractuel, ça, tout ça. Ils réutilisent des photos, etc. Ils créent du buzz et ça devient hors de contrôle de la société française. Et ça, c'est insupportable. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont besoin de flux. Donc soit vous créez le flux, soit ils vont en inventer. De la même façon, le client qui est là avec son logiciel, il n'arrive pas à le développer pour son équipement. Le chinois, à la fin, il rentre dans le logiciel et il développe lui-même, hein. Troisièmement, le client qui réfléchit parce qu'il faut mettre un système pour rentrer des cartouches dans un équipement automatique. Le client est trop lent, le chinois, il va le faire lui-même. En fait, il faut comprendre qu'ils vont avancer. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas de laisser passer une opportunité de business. Ce qui drive les Chinois, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Donc, à un moment donné, soit on les tient très bien, soit on accepte de lâcher sous contrôle, hein. Ce qui est sûr, c'est que bloquer, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que dans le management, en fait, il faut être assez sélectif et il y a des moments où on se dit, ça, est-ce que c'est effectivement si important que ça? Non, ça je lâche, je laisse faire. Mais c'est vrai que leur pragmatisme et leur réactivité nous jouent des tours parce qu'on est des lents, on est des lents. Et moi, j'ai vu des équipes me dire, on va faire des protos pour un client. Je dis, ouais, on va prendre 3 mois. Eh bien, non, mais dans une semaine, on les a. Pas possible. Et une semaine après, on avait les protos. Alors, peut-être pas fait comme nous, on les aurait fait, européens, mais bon, peu importe, ils étaient là. Et ce que vous dites, Annie, est très juste sur il faut prendre des décisions. Et après 20 ans, moi, je peux dire que lorsque vous dites à votre équipe chinoise, ça c'est non, ça on ne fait pas. Ils ne font pas. En tout cas, s'ils font, alors vous avez dit non, c'est mort, hein. Ça veut dire que vous n'avez pas le plus de pouvoir chez eux, c'est pas bon. Donc, votre équipe, vous dites non, c'est non. En revanche, il faut aussi accepter de les laisser aller sur d'autres choses et de refaire non. Et c'est comme ça qu'en fait le gouvernement chinois. Il lâche, les gens font, il resserre, il relâche, il resserre. Ils disent souvent, les Chinois, c'est comme le sable, il faut serrer très fort, sinon ça. C'est ça, hein. Le robinet ne peut pas être au milieu, c'est soit à fond, soit totalement fermé. Il faut les manager comme ça. Soit c'est non, moi j'ai des clients qui disent à leur équipe, non, ce marché-là, je ne veux même pas en entendre parler. On n'est pas prêt, c'est non. En revanche, là-dessus, vous vous débrouillez. Ce type de modèle-là de business, c'est non. En revanche, ça, c'est possible. Et ça, ils le comprennent. Et après, c'est pas grave. Une fois qu'ils ont compris leur environnement de jeu, ils avancent. Mais il ne faut pas les brider de tout. Il faut leur donner des zones de liberté, c'est clair. Exactement. Et leur demander d'en discuter, d'en parler. Et l'autre point, c'est qu'au bout d'un moment, le danger, c'est que quand on est habitué soit à dire non, soit à essayer de trouver, et qu'en fait, on maîtrise plus son équipe, j'ai vu beaucoup de gens qui ferment les yeux à la fin. Ils disent, bon, on ne sait pas ce qui se passe, ils ferment les yeux, ils ferment les yeux. Et là, par contre, ça peut coûter très cher parce que là, ça veut dire que le système est complètement hors de contrôle. Et nous, on intervient souvent sur des organisations où le contrôle est un peu perdu. Et il faut restructurer, et c'est une restructuration de fond. Il faut le faire, par contre, hein, parce qu'il ne faut pas croire que ça va s'arrêter, hein. Le trou va continuer à s'enfoncer et on va trouver beaucoup de problèmes. Donc, malheureusement, on est patron. À un moment donné, il faut reprendre les choses en main. Il vaut mieux perdre un bras que perdre le corps tout entier. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je n'en vois pas, donc on va continuer. Changer de partenaire sans grande préparation. Alors, c'est le 6e que j'ai voulu mettre parce que ça, je le vois souvent aussi.
Monsieur Verchery, on est dans le monde de la cosmétique. Ça fait 15 ans que je travaille avec mon distributeur. En fait, c'est pas exactement ça. C'est Monsieur Verchery. Nous sommes un fonds d'investissement. Je suis le nouveau directeur, le CEO de la boîte. Ça fait 15 ans que l'ancien dirigeant travaille avec un partenaire chinois. Moi, CEO, je dois faire une croissance comme ça. J'ai discuté avec le partenaire chinois qui est très très bien, qui fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, on va racheter ce partenaire, Monsieur Verchery. Et comme ça, moi, j'ai atteint mes objectifs. Parce que plus 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en consolidé et une marge extraordinaire, c'est génial. Moi, je dis OK, on va d'abord analyser tout ça, on revient sur cette histoire d'histoire, etc., etc. On étudie la chose et je lui dis, bah non, en fait, il ne fait pas du tout 15 millions d'euros, il fait 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. Accessoirement, il a effectivement tout un réseau de gens qui ne dépendent pas du tout de lui, à qui il vend les produits avec quoi 20% de marge, sauf que dans celui-là, il y a sa cousine, son machin, donc il y en a quand même 4-5 où il est quand même dedans, mais le reste, ça ne lui appartient pas et vous ne pouvez pas intégrer ça. Et là, le CEO, il était foudrage. Donc, première étape, je crois, là. Deuxième étape, je suis foudrage. Ces gars sont mauvais, ils sont nuls, monsieur Verchery. Donc, on va changer. Attendez, vous êtes sûr qu'on va changer? Parce que, enfin, ok, ils ne sont pas comme on imaginait, mais ils sont peut-être pas mal quand même. Donc on étudie ça, on leur dit, bah non, là on a vu la structure, ça fonctionne bien, d'ailleurs, ça marche. Bon. Non, non, monsieur Verchery, on va changer. Parce qu'ils sont nuls. Troisième étape, je dis, bon, vous voulez vraiment changer, d'accord, mais il faut d'abord en trouver un autre. Et si on en trouve un mieux, puisqu'on a vu là où il est bon et là où il est moins bon, donc il faut en trouver un autre. Non, non, monsieur Verchery, on va arrêter là. Il a stoppé. Il croyait parce qu'il me dit, ouais, mais avec le Covid, il nous fait pas de business, on va stopper. Seulement le gars, il avait cranté dans tous les sens. Il faut imaginer que le distributeur, il s'est protégé partout. C'est pas une question de contrat. Hein. C'est pas le contrat dit s'il n'a pas fait son chiffre d'affaires le 31 2020, alors vous pouvez lui envoyer une petite lettre en lui disant désolé, c'est fini et les 100 magasins, c'est pas grave. Et le gars va dire, ah bah ouais, vous avez raison, j'ai reçu l'arrêt du contrat, donc ça s'arrête. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Le gars, il en a mis de partout. Les produits enregistrés, le gars n'est pas GMP, il se fait blacklister. La marque est déposée à moitié, il le bloque. Les douanes, le machin. Là, faire ça, c'est plus de business pendant au moins 5 ans. Donc c'est quand même dommage. Et ça, j'ai souvent ça en fait. C'est des réactions épidermiques de clients par rapport à leurs distributeurs parce que ça se passe mal, parce que c'est dur, parce qu'ils en ont marre. Parce qu'en plus, les distributeurs, les partenaires chinois, parfois ils sont durs. Hein. Parfois ils sont limite insultants. Hein, c'est un jeu en fait, donc ils jouent. Et le truc, c'est on le vire. Alors, il n'y a pas de problème pour sortir un distributeur, mais ça se travaille. Autrement dit, il faut déjà voir tout ce qu'il a cranté, commencer à décranter, lui raconter une histoire pour permettre de décranter pour reprendre, trouver un autre distributeur, négocier le transfert, payer le petit billet pour que ça se passe très très bien, en échange d'une menace. Enfin, c'est tout un travail, quoi. Et ce travail demande, un, d'avoir compris ce qui se passe réellement, et deux, surtout, d'avoir identifié le bon distributeur qui va prendre la relève, parce que sinon, c'est mort. Et de grâce, j'entends parfois dire, mais monsieur Verchery, on va monter une société, on va mettre des gens. Attendez, le gars, il a 20 personnes, 10 personnes pour vous, 3, 5 personnes pour vous, ça fait 20 ans, 15 ans qu'il fait ce métier-là. Vous croyez qu'on va pouvoir transférer comme ça sur 2 personnes, parce que en général, le client, il n'a pas trop de moyens, il ne fait pas non plus 200 millions. C'est très compliqué. C'est pas si simple, on y va par étapes. Et en revanche, il faut transformer la chose par étapes. Alors, ça, je suis allé un peu vite sur un exemple, mais effectivement, si je reprends mes points, c'est d'abord comprendre sa propre incompétence. Déjà, c'est accepter que si le partenaire chinois, ça ne va pas, s'il vous a escroqué, s'ils ne vend plus rien, s'il vous raconte des carabistouilles, c'est votre faute. Déjà, il faut accepter de voir le prisme comme ça. C'est ma faute, qu'est-ce que j'ai mal fait pour avoir ça? J'ai mal choisi le gars, je l'ai mal géré, j'ai pas été réactif, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je vais étudier ça. Même si lui, toute la journée, il m'insulte en me disant ouais, t'as pas fait ça, t'as pas. Et vous en avez marre, c'est pas grave. Il faut se poser et comprendre ce qui s'est passé parce que ces erreurs-là, elles vont se reproduire. Et si vous n'évoluez pas là-dessus, le prochain, ça va être exactement la même chose.
Donc ça, c'est le premier point et ce n'est pas facile à faire. Parfois, c'est pour ça que c'est bien de prendre des gens externes qui viennent vous le faire comprendre, parce que c'est interne, ça touche à beaucoup d'affects hein, aussi parfois. Parfois des histoires internes des gens. Le deuxième point, c'est être sûr qu'on veut y retourner. Parce que ça a déjà fatigué, hein, il y a déjà eu des difficultés, ça a déjà impacté la structure. Est-ce qu'on a vraiment envie d'y retourner? C'est pas parce qu'on a juste cette perte, non. Faut vraiment se poser la question, et notamment les équipes internes, parce que si vous n'avez pas une... Donc ça veut dire qu'il faut une nouvelle vision, une nouvelle stratégie, une nouvelle dynamique. Le troisième point, c'est qu'il va falloir trouver un partenaire adapté. Et adapté, ça ne veut pas dire sur le papier qui a l'air bien, ou qui nous raconte qu'il est bien, ça veut dire qui est adapté en ce moment pour le marché chinois, pour votre produit, pour votre organisation, pour votre ADN, et qui est hyper motivé pour travailler avec vous parce qu'il a quelque chose qui fait qu'il est hyper motivé. Et le dernier point, ça va être une vraie négo dure de transférer. C'est pas quelque chose de facile. Et le droit ne suffit pas. Mais par contre, si on le fait bien, c'est une opportunité pour faire un premier succès avec ce nouveau partenaire distributeur. Et donc derrière, il aura confiance parce qu'il se dira aussi, vous avez bien fini avec l'ancien, ça veut dire que je peux vous faire confiance. Ça, c'est un point très, très important. Donc changer de partenaire, c'est une vraie préparation quand on veut changer de partenaire en Chine. Ça, c'était le dernier point que je voulais préciser. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, j'en vois toujours pas dans le film, mais c'est vrai que moi, je dirais même, pour avoir vécu de l'intérieur hein, dans une JV comme ça, un partenariat, en fait, c'est une relation hyper pragmatique. Enfin, il n'y a pas du tout la notion de loyauté, de sentiment, même si dans le temps, les choses se font. Hein. Mais en fait, je pense qu'il faut toujours se dire que on est dans un rapport de force permanent où en fait il faut toujours se poser la question si demain ça va mal, qu'est-ce que je mets en face pour faire un contre-feu, pour reprendre la main dans la relation et ne pas se laisser, ne pas perdre en fait le contrôle de la relation. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir un plan B ou en tout cas des arguments pour maintenir une relation d'égal à égal. Voilà. C'est très juste ce que vous dites, Annie, mais il ne faut pas que ça fasse peur non plus. Parce qu'il n'y a Non. pas le côté guerre, Poutine versus Non, non. Ukraine. Le côté, en fait, c'est un jeu. C'est-à-dire Oui, c'est ça. d'où l'importance que les deux patrons, ils doivent toujours bien s'entendre en fait. Parce que si vous jouez avec quelqu'un, mais que s'il vous gagne, c'est la fin, vous ne voulez plus jamais le voir, c'est pas gérable. Mais si vous êtes avec un bon pote et un coup il gagne, l'autre coup vous gagnez, c'est pas grave, c'est sympa. Oh, c'est marrant, ce coup-ci, c'est moi qui t'ai mis 6-2, 6-1. La dernière fois, c'est toi qui m'avais mis 7-6, 6-5. Vous voyez, c'est pour dire que c'est un jeu. Donc, faut pas le prendre non plus autrement et cette négo. Et c'est pour ça qu'à la fin, on se retrouve toujours, on est toujours bien content de se retrouver parce qu'on joue bien ensemble et que c'est sympa. Parce qu'à la fin, l'idée, c'est de gagner de l'argent pour les deux. Hein. Donc, il faut toujours rester sur cette idée de jeu qui, je trouve, est le bon moyen d'appréhender ce rapport de force avec les Chinois. Voilà, je ne vois pas des questions peut-être. C'est le moment. Pas de questions, en tout cas. Pas de questions, mais je pense que les exemples que tu as donnés, Camille, étaient vraiment très parlants, donnent des bonnes illustrations voilà, de ce que ça veut dire faire du business en Chine et puis de comprendre effectivement, d'avoir quelques concepts. Je dirais que comme on l'a dit en amont, en fait, c'est souvent quand on les expérimente, quand on est dans des situations où il y a une petite lumière qui s'allume, on dit ah oui, on m'avait dit ça effectivement, oui, donc là, ça y est, je comprends ce qui se passe. Et déjà, comprendre ce qui se passe, c'est déjà pouvoir réagir correctement. Après, la question de fond, c'est pourquoi aller en Chine? Parce que finalement, on voit que c'est quand même assez complexe. Moi, je vois trois choses qui me ressortent des expériences de tous mes clients. La première, c'est que lorsque ça marche en Chine, ça ne marche pas un petit peu, ça marche beaucoup. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'en Chine, on ne fait pas 100 ou 200 000 euros. Soit on fait 1, 2, 3 millions d'euros,
soit on disparaît. Donc ça marche beaucoup parce que le marché est tel et c'est tellement duplicable, parce que c'est un grand marché, que ça marche beaucoup. Donc aller en Chine, si ça fonctionne, c'est avoir un vrai développement, une vraie force qui en plus derrière peut amener à d'autres choses pour le reste du monde. Le deuxième point de mes clients, c'est qu'aller en Chine, ça leur apprend beaucoup en interne. Ça les oblige à évoluer et finalement à devenir très, très compétitifs par rapport au reste du monde. Parce que la Chine est exigeante et puis parce qu'en fait, ça leur donne des pieds et d'autres possibilités de se développer dans le monde. Donc, réussir en Chine, c'est gagner une compétition mondiale. Et le troisième point, c'est que la Chine, c'est pas finalement si difficile que ça par rapport à d'autres pays. Quand j'entends les États-Unis, quand j'entends l'Inde, j'entends pas des pays faciles. Alors bien sûr, il y a l'Europe, parce qu'on a quand même en Europe déjà c'est difficile, les Anglais, les Italiens, bon, c'est pas facile. Mais on s'en sort. Mais dès qu'on sort de l'Europe, tous les marchés sont difficiles. Je dirais que la Chine, au moins, c'est que vous allez mettre de l'énergie, mais si ça marche, c'est un très beau succès qui vous internationalise, ce qui n'est pas forcément, et là je passe pour ma paroisse bien sûr, de l'Inde ou des États-Unis. Voilà. Bon, merci beaucoup Camille pour cette intervention. Merci et à puis vous. je remercie aussi toutes les personnes qui ont assisté au webinaire et puis on espère les retrouver bientôt à l'Open, voilà, en vrai. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.